Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions alimentaires et gastronomiques, collection dirigée par Kilian Stengel. Cette collection d'ouvrages culturels, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou techniques contribue au progrès de la recherche et de la réflexion sur les cultures alimentaires et gastronomiques. Ouverte sur le monde, elle permet de mieux comprendre les rapports entre l'homme et son alimentation. Ici, il n'est pas seulement question de cuisine, on se positionne à la frontière de ce qui rapproche ou sépare l'alimentation de la gastronomie, les représentations du bon et du bien manger, le patrimoine et l'authenticité, le terroir et les identités alimentaires. Autant d'imaginaires qui hantent nos assiettes comme nos verres. Dernière parution. Mark Peters, Histoire culinaire. Éloge de la gastronomie, 2020. Kilian Stengel, dire, terminologie gastronomique et œnologique. Aspects patrimoniaux et culturels, 2020. Kilian Stengel et CMDEBBABI Missaoui dire, la cuisine du Maghreb n'est-elle qu'une simple histoire de couscous, 2020. Kilian Stengel et Philomène BAYETROBERT dire, le marketing culinaire et alimentaire face aux défis du XXIe siècle, 2020. Frédéric PRECIGOUT, Logique des peurs alimentaires, 2019. Virginie MASDOUA, Nourrir nos identités. Manger, c'est expérimenter, vivre, exister, 2019. Valentine TIBERE et Vincent Marcillac, sous le dire de Les goûts du chocolat dans le monde, 2019. Mia Kwako et Caroline Guérin, Les végétariens ramènent leurs fraises, entretien 2019. Angelica Elena Marinescu, L'imaginaire gastronomique roumain dans ses relations au modèle français, 2019. Corinne Pouillade, La place du pain dans la culture grecque. Une tradition séculaire ignorée dans la formation professionnelle, 2019. Nadine FRANJUSADENIS, dire, La valeur du vin est-elle matérielle, 2019. Nadine FRANJUSADENIS, dire, Du local à l'international, comment identifier le Languedoc, 2019. Jacques Barbier, Auguste Colombier, cuisinier et écrivain culinaire, 1845 à 1920, 2019. L'Ain 51, Aspect juridique des investissements chinois en France dans le secteur du vin, 2019. Stéphane LEBATTO, Innovation et marketing agroalimentaire, 2019. À aussitôt, à mes filles Anastasia et Antonia. Préface. L'acte de se nourrir est un fait social total. Ayant un sens à la fois biologique, culturel, affectif et symbolique, il exprime notre rapport à tout ce dont nous vivons, que nous incorporons et qui nous constitue. Les aliments que nous ingérons ne répondent pas seulement à nos besoins, mais l'acte de manger révèle aussi notre être avec le monde. Avons-nous du plaisir à manger ou bien les aliments sont-ils comme des carburants qui servent à faire fonctionner le corps ? Sont-ils des ennemis parce que nous avons peur de grossir, que nous avons trop de cholestérol, ou que la maladie et les traitements nous ont fait perdre l'appétit ? La nourriture est-elle un refuge quand on est seul ou qu'on a perdu l'estime de soi ? Ou au contraire, est-on d'autant plus enclin à bien manger qu'on est entouré que l'affection et la convivialité qui désignent étymologiquement le fait de partager les vivres avec les autres, comme vivere, confèrent un sens et une saveur à son existence ? Si l'ouvrage de Diana Cardenas, médecin franco-colombienne, traite surtout de la place de la nutrition en médecine, il ne néglige pas pour autant ces questions philosophiques. Son point de départ est le statut paradoxal de la nutrition. Alors que chacun reconnaît l'importance de l'alimentation pour la santé, dans l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques ou qui sont en fin de vie, la nutrition ne fait pas l'objet d'un enseignement spécialisé dans les facultés de médecine. En outre, on la réduit souvent à l'alimentation et à l'hydratation artificielle ou à une évaluation quantitative des besoins nutritionnels reposant sur des tests et des mesures utilisés de manière homogène. Cette situation est la conséquence d'une attitude qui assimile l'acte de manger à une prise alimentaire et refuse de considérer le fait de nourrir une personne malade comme un soin. Au contraire, l'approche phénoménologique qui met en lumière les multiples dimensions de l'alimentation conduit non seulement à faire de la nutrition un soin, mais elle suppose également que les soignants aient une approche holistique du patient.
C'est en comprenant que l'état nutritionnel d'une personne révèle et détermine à la fois son état de santé, que l'on peut apporter une réponse adaptée à ses besoins, que ce soit pour ajuster un régime alimentaire après une maladie ou un traitement, pour prendre en charge un malade souffrant d'obésité en s'attaquant aux causes du surpoids, et pas seulement à ses effets, ou pour diagnostiquer un état de dénutrition qui n'est pas déductible d'observations cliniques superficielles. À ce sujet, Diana Cardenas rappelle que près de la moitié des malades à l'hôpital souffrent de dénutrition. Elle parle d'une double vulnérabilité. L'absence de diagnostic aggrave et redouble la souffrance physique et psychique liée à la maladie. À la fatigue et à la détresse physiologique s'ajoute la solitude de patients dont le mal-être est invisible, dès lors qu'ils ne sont pas amaigris. Le fait de ne pas reconnaître la nutrition clinique comme une science a des conséquences dramatiques. Car la dénutrition cause la mort de malades qui, mieux nourris, auraient pu guérir ou bénéficier de plus de confort pendant leur hospitalisation ou lors de leur convalescence. Cette situation pointe les dysfonctionnements de la médecine et les contradictions de notre société. En effet, nous avons à notre disposition une batterie de tests et d'indices pour mesurer la masse corporelle et de nombreuses personnes en surpoids ont recours à la chirurgie bariatrique. Quant aux techniques d'alimentation et d'hydratation artificielle, elles ont révolutionné la médecine. Mais si nul ne peut nier les prouesses techniques de la médecine contemporaine, il faut bien reconnaître que la plupart des médecins n'ont pas reçu une formation adéquate sur le plan nutritionnel. Les conseils qu'ils donnent à leurs patients dépassent rarement la diététique, ce qui veut dire que les multiples dimensions de l'alimentation, y compris la dimension éthique si importante pour les personnes végétariennes et végétaliennes, sont passées sous silence. Pourtant, la nutrition est un soin. Elle est même un soin élémentaire. Tout malade a le droit d'être bien nourri, et les soignants ont le devoir de leur offrir une alimentation qui leur convienne, c'est-à-dire qui soit bénéfique à leur santé et corresponde à leurs attentes et à leur goût ainsi qu'à leurs valeurs. Toutefois, on aurait tort d'opposer l'éthique et la science. L'originalité de ce livre est de montrer que la nutrition relève à la fois du care et du cure. Non seulement elle est le paradigme du prendre soin, mais de plus, elle doit faire l'objet d'une consultation spécifique chaque fois qu'un malade est pris en charge pour une pathologie et tout au long de son suivi thérapeutique. Aussi Diana Cardenas articule-t-elle une approche épistémologique, visant à fonder la nutrition clinique à un questionnement éthique. Les soignants ne peuvent remplir correctement leur devoir de nourrir la personne malade que si la nutrition est considérée comme une science. Celle-ci s'appuie sur un noyau de connaissances permettant d'évaluer de manière pluridisciplinaire l'état nutritionnel d'une personne qui est toujours la réponse globale ou systémique de son organisme à un apport alimentaire. Il importe donc que dans le cursus universitaire, une formation conséquente soit proposée à tous les soignants, et que la nutrition soit reconnue comme une discipline universitaire à part entière. Enfin, il est impératif qu'à l'instar de Diana Cardenas, il soit capable de maîtriser les différentes variétés du raisonnement moral, à savoir la déontologie ou la référence aux principes de l'éthique médicale, la casuistique, l'éthique du care et l'éthique des vertus qui précisent les traits moraux que les soignants sont amenés à développer pour prodiguer des soins de qualité. Ainsi, c'est en acquérant des connaissances scientifiques rigoureuses et en cultivant les dispositions morales permettant de répondre de manière individualisée aux besoins des personnes, qu'ils réussiront à établir un lien de confiance avec leurs patients et permettront à ces derniers d'affirmer leur capacité d'agir, et de retrouver, en dépit des contraintes imposées par la maladie, des moments de joie ainsi que l'estime d'eux-mêmes. Et compte tenu du rôle que joue l'alimentation dans notre existence, de son lien avec le plaisir et la convivialité, mais aussi avec l'autonomie morale, c'est-à-dire avec les valeurs dont on se porte garant et qui témoignent de ce à quoi l'on tient ou du monde dans lequel on veut vivre, il est évident qu'on ne peut conduire des politiques de santé qui soient justes, raisonnables et cohérentes, ni parler d'éducation thérapeutique si l'on n'accorde pas à l'alimentation et à la nutrition la place qu'elles méritent. Tel est l'enjeu de ce livre passionnant. Corinne Pelluchon, philosophe, professeure à l'université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée. Avant-propos. Ce livre reprend, avec quelques modifications, un doctorat d'université en philosophie soutenu à l'Université de Franche-Comté le 19 septembre 2016. J'ai eu le privilège d'être guidée dans ce travail par la professeure Mme.
Corinne Pelluchon, que je remercie pour son attention bienveillante et sa disponibilité permanente. Elle a su m'apporter sa rigueur scientifique et sa compétence ainsi que toute son amitié. La thèse a été soutenue devant un jury composé, outre ma directrice, par les professeurs M. Éric Fiat, M. Jean-Philippe Pierron, M. Jean-Daniel Lalo et M. Thierry Martin. Tous m'ont fait d'importantes remarques et suggestions dont je leur suis extrêmement reconnaissant, et grâce auxquelles j'ai pu améliorer le texte. Ma reconnaissance va aussi à mon époux pour les nombreuses relectures attentives de ce travail de thèse, et qui a su avec patience et amour me soutenir tout au long de ce travail. Introduction. La nutrition occupe une place centrale dans la santé de l'individu, que ce soit chez lui, à l'hôpital ou dans la vie en communauté. Définie comme science, elle étudie l'ensemble des procédés par lesquels les individus utilisent l'énergie des aliments pour trouver un équilibre nutritionnel et assurer un bon état de santé. Conçue comme une fonction physiologique, elle dépend de l'apport de nutriments, autrement dit, de l'alimentation. À ce titre, l'alimentation s'inscrit dans le domaine de tout ce qui se rapporte à la nourriture permettant à un organisme vivant de fonctionner. Étroitement liés, ces deux domaines, nutrition et alimentation, sont fondamentaux dans la préservation de la santé, la prévention et la guérison de maladies. Considérant cette première définition, force est de constater que la malnutrition conçue comme l'altération de l'état nutritionnel, caractérisée par comme le surpoids, l'obésité, la dénutrition, la carence, la cachexie et la sarcopénie, se présente comme un problème majeur de santé publique en France, et cela malgré le Plan national nutrition santé PNNS 4. Le PNNS 4 détermine actuellement la politique publique en nutrition et vise, dans le cadre des actions de la Stratégie nationale de santé publique, un meilleur état de santé des Français en agissant sur le facteur nutritionnel. Précisons sur ce point que cette politique se décline selon deux modalités: la prévention nutritionnelle et la prise en charge des maladies liées à la nutrition. Il est possible d'identifier et de reconnaître la malnutrition dans la population générale et dans les établissements de santé, comme les hôpitaux, les hébergements pour personnes âgées dépendantes, les centres de soins de suite et de réadaptation, etc. À ce titre, depuis 2019, une semaine nationale de la dénutrition cherche à sensibiliser à cette maladie le grand public, les professionnels de santé et du secteur social. La Société francophone de nutrition clinique et métabolisme joue un rôle fondamental dans l'étude de la malnutrition, la sensibilisation et la promotion de cette problématique. Le problème de la malnutrition est loin d'être insignifiant. D'une part, au niveau de la population, la prévalence des maladies chroniques liées à la nutrition est élevée. Par exemple, en France, en 2019, le taux des Français adultes en obésité s'élevait à 17% et le diabète de type 2 atteint plus de 4,5 millions de personnes. Les maladies cardiovasculaires représentent 180 000 décès par an, dont 25% concernent des personnes de moins de 75 ans. Ces différentes maladies chroniques constituent la première cause de mortalité à l'échelle mondiale et leur prévalence ne cesse d'augmenter. Cela représente un coût économique majeur pour la société. Prise dans ce contexte, la nutrition et l'alimentation se présentent du coup comme des facteurs déterminants dans l'origine, l'évolution et le traitement de ces maladies. D'autre part, à l'hôpital, 40 à 60% des patients sont atteints de dénutrition, chiffre qui varie largement selon la maladie, l'âge du patient et le service. Par exemple, la prévalence de la dénutrition augmente avec l'âge. Elle est de 4 à 10% chez les personnes âgées vivant à domicile, de 15 à 38% chez celles qui sont en institution, et de 30 à 70% chez les malades âgés hospitalisés. La dénutrition est un facteur indépendant de morbimortalité, et elle est responsable d'un surcoût hospitalier important. Les études ont montré par exemple que les patients souffrant de dénutrition ou d'une perte de poids avant l'hospitalisation sont confrontés à un risque 4 fois plus élevé de développer un ulcère de pression. De même, le pourcentage de développer une infection du site opératoire ou une pneumonie post-opératoire est 2 à 3 fois plus important. Cela est d'autant plus inacceptable que la dénutrition, souvent liée à l'inadéquation de l'alimentation des patients hospitalisés, est vécue comme une souffrance et une atteinte à la qualité de vie des patients. Pour faire face à cela,
Il est possible aujourd'hui de mettre en place diverses stratégies nutritionnelles. Les conseils nutritionnels, qui visent la prévention et la mise en place de bonnes habitudes alimentaires, l'éducation thérapeutique, pour aider les patients dans l'acquisition des compétences dont ils ont besoin et pour gérer au mieux leur alimentation et leur vie avec une maladie chronique, et l'assistance nutritionnelle qui implique administration de la nutrition artificielle entérale et parentérale, et les compléments nutritionnels oraux. Ces activités s'inscrivent dans ce que nous qualifions de soins nutritionnels. Depuis 40 ans, et c'est là une avancée notable, l'évolution des techniques d'alimentation artificielle, en particulier de la production artificielle des nutriments, a fait qu'elle soit possible non seulement par voie buccale, mais également en passant par un cathéter introduit dans une veine ou par une sonde dans l'estomac ou l'intestin. La nutrition artificielle, connue sous le terme de support nutritionnel ou nutrition médicale, s'affirme ainsi comme une thérapie médicale dans le cadre d'un processus plus large, les soins nutritionnels. Elle a permis de maintenir et de prolonger la vie de malades qui, autrefois, auraient succombé par dénutrition à la suite d'une maladie, voire d'une intervention chirurgicale. C'est pourquoi le support nutritionnel est considéré comme une véritable révolution de la médecine. L'analyse de ce contexte fait apparaître une double difficulté. Premièrement, la malnutrition s'avère un problème de santé hautement préval qui concerne la pratique de tous les médecins et de toutes les spécialités. La prise en charge nutritionnelle concerne des personnes de tout âge et des situations cliniques dans un contexte de soins aigus, chroniques, de réanimation ou de confort. Sa visée est de pouvoir fournir de manière adaptée et adéquate les besoins individuels en nutriments. Or, cette action ne se limite pas au seul domaine médical dans la mesure où elle soulève des questionnements éthiques, principalement lorsqu'elle n'est plus vue comme une pratique quotidienne chez les médecins ou quand il s'agit de nourrir des patients qui sont dans des situations particulières telles que la fin de vie, l'âge avancé et la démence. C'est également le cas lorsque les multiples dimensions et les valeurs liées à l'acte de nourrir entrent en conflit. Par exemple, décider d'initier une nutrition parentérale à un patient en fin de vie, après une demande de la famille, peut mettre en jeu une opposition entre l'aspect symbolique et affectif de la nutrition et une réalité thérapeutique. Deuxièmement, l'existence persistante de la malnutrition, malgré la définition et la mise en œuvre d'une politique de santé publique en nutrition, nous conduit inévitablement à analyser les fondements de cette action publique et à évaluer sa pertinence et son adéquation au regard des traitements qu'il convient d'établir. Il s'agit ici de savoir si la malnutrition est réellement bien prise en compte du point de vue institutionnel, aussi bien au niveau de la formation médicale, que des structures hospitalières et des décisions politiques. Pour étudier cette double difficulté, 3 approches complémentaires sont indispensables. D'abord, une approche épistémologique qui permet d'analyser les fondements de la nutrition comme science. En effet, il s'agit de se demander si les enjeux éthiques que soulève la pratique des soins nutritionnels s'enracinent dans des choix qui sont en premier lieu épistémologiques. Comme le souligne B.M. Dupont. Si nous voulons comprendre la médecine d'aujourd'hui, et plus encore celle de demain, médecine et philosophie ne peuvent être saisies sans une étude de son développement, histoire de science et une analyse de sa structure interne, épistémologie. L'origine des connaissances et questionnements scientifiques propres à la nutrition peut être étudiée dans l'histoire des sciences, dès les conceptions antiques de la médecine et de la biologie. En analysant la construction des savoirs de ces 2 sciences, il est donc possible de trouver les fondements de la nutrition. La nutrition est ainsi une fonction biologique centrale dans la définition de la vie, interprétée et interprétée au cours de l'histoire des sciences. Elle se constitue comme un objet permanent de questionnement, relativement à la construction d'un socle de connaissances propres, d'une pratique mais aussi d'une technique. Il s'ensuit que la nutrition se présente comme un champ de connaissances qui étudie la relation de l'homme à l'aliment et son état nutritionnel. De cette manière, les objets de la médecine et de la nutrition sont indissociablement liés. L'état nutritionnel est une condition pour la conservation et le rétablissement de l'état de santé. Cela s'explique aussi parce que la nutrition, notamment la diététique, a été considérée comme partie intégrante de la thérapeutique médicale et cela depuis la médecine hippocratique. La diététique, conçue comme l'art des régimes alimentaires,
a un pouvoir préventif et curatif dans certaines maladies ou situations pathologiques. En effet, la science a permis d'établir le degré minimal et maximal d'apport des nutriments qui est nécessaire pour assurer un bon état nutritionnel. Elle définit le régime équilibré nécessaire au maintien de la santé et le rôle de certains nutriments dans la physiopathologie de certaines maladies. Pourtant, malgré la prise en considération de la nutrition au cours de l'histoire médicale, celle-ci n'est jamais reconnue systématiquement comme une science autonome ou comme une discipline médicale. Notre hypothèse est que l'absence d'un tel statut est à l'origine des questionnements éthiques liés aux soins nutritionnels. Le point focal réside ici dans la conception de la nutrition, et plus rigoureusement, dans la détermination de la nutrition clinique comme une somme de connaissances au croisement de champs scientifiques distincts, sans domaine propre. Elle peut être considérée aussi comme une science autonome, dotée d'un noyau de connaissances spécifiques. Cela met en jeu 3 objets d'étude. D'abord, la relation entre la nutrition et la médecine et le statut de la nutrition comme une discipline médicale. Sur ce point, il s'agit de savoir si les problèmes épistémologiques et éthiques propres à la pratique clinique sont susceptibles de s'étendre à la pratique d'une nutrition clinique. Cela concerne notamment les questions relatives au raisonnement clinique, fondé sur la médecine des preuves qui est au centre de la décision médicale, mais également la rationalisation et la standardisation des soins, ainsi que les modes actuels d'exercice de la clinique qui conduisent à une certaine déshumanisation. Ensuite, le deuxième objet d'étude est le métabolisme conçu comme l'objet paradigmatique de la science de la nutrition. Celui-ci questionne la cohérence des connaissances propres à la nutrition, puisque l'objet de la nutrition ne s'identifie pas à un système ou appareil structuré. Le fait que l'objet d'une science soit identifié à un système peut être garant de sa scientificité et de la cohérence des résultats de la recherche. Aujourd'hui, la médecine est organisée par disciplines autour de systèmes. Gastro-entérologie, endocrinologie, pneumologie, cardiologie, etc. Tout l'enjeu est de savoir si le métabolisme, conçu comme la somme des réponses des divers systèmes digestifs, neurologiques, circulatoires, respiratoires, cardiovasculaires, endocriniens, immunologiques, et des divers niveaux d'organisation de l'organisme, tissulaire, cellulaire, moléculaire, est susceptible de réussir l'unicité de la nutrition. Enfin, le troisième objet d'étude concerne la notion de nutriment, comme l'élément essentiel de la vie qui apporte l'énergie, le carburant essentiel aux cellules. En effet, les nutriments sont bien plus qu'un simple carburant, ils ne peuvent se réduire à une simple source de nutrition. D'après E. Levinas, la nourriture est privilégiée par sa place au quotidien, mais surtout par la relation entre le désir et sa satisfaction qu'elle représente et qui constitue le type même de la vie dans le monde. La vie ne consiste pas à rechercher et à consommer les carburants fournis par la nourriture. Ce dont nous vivons ne nous asservit pas, nous en jouissons, écrit-il. Cette conception du nutriment nous invite à réfléchir aux pratiques médicales lorsqu'il s'agit de nourrir la personne malade. À cela, s'ajoute l'idée que le nutriment n'est pas uniquement ce qui nourrit, mais également ce qui soigne. En effet, en rapprochant nutriments et médicaments, il est possible d'en faire un objet de la thérapeutique médicale. Dès l'Antiquité, si la nourriture et les régimes peuvent être considérés comme des remèdes faisant partie intégrale des traitements, il n'est pas possible de les assimiler aux médicaments. Ce n'est que récemment que le nutriment a acquis un véritable statut de médicament, avec la nutrition parentérale. Or il s'agit d'une autre conception du nutriment en tant qu'élément artificiel, qui a permis cela. Désormais, les nutriments administrés à travers un cathéter dans une veine peuvent être prescrits ou retirés comme tout autre médicament. Ce rapprochement entre nutriments et médicaments a des implications éthiques. L'émergence d'un double statut du support nutritionnel comme soin et comme thérapeutique engendre une tension constante entre ces deux conceptions avec des enjeux éthiques essentiels pour la pratique de la médecine. Cette approche épistémologique permet ensuite de développer une approche éthique de la pratique même de la nutrition dans le domaine médical. En effet, lorsqu'il s'agit de nourrir des personnes malades, le médecin prend souvent des décisions qui concernent le patient et sa famille. Ce processus décisionnel fait l'objet de 3 enjeux. Tout d'abord,
le diagnostic de la malnutrition pose problème dans la mesure où il ne fait l'objet d'aucune définition générale et consensuelle dans la communauté scientifique. Cela est d'autant plus délicat qu'il n'existe pas non plus de véritable accord sur les vocables linguistiques. La malnutrition est un terme utilisé dans le vocabulaire de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour se référer à l'altération de l'état nutritionnel, par excès, surpoids et obésité, par défaut, dénutrition, ou par carence spécifique. Or, la malnutrition est souvent confondue dans la littérature anglophone avec le terme de dénutrition, undernutrition. Pour dissiper une première confusion, dans le cadre de notre étude, la dénutrition est comprise comme l'altération de l'état nutritionnel qui entraîne un amaigrissement ou une altération de la composition corporelle. Nous considérons que dans sa dimension physiologique, elle désigne une désassimilation, autrement dit, un phénomène par lequel les constituants de la matière vivante se séparent de l'organisme pour devenir des résidus. Cet état pathologique interfère avec les fonctions physiques et mentales des patients. Dans ce contexte, il s'agit de savoir si la malnutrition doit être définie comme un facteur de risque ou comme une maladie, et de déterminer les critères à considérer pour identifier le diagnostic de malnutrition. L'enjeu éthique est primordial dans la mesure où le point de départ du pacte de soins est un diagnostic adéquat. C'est lorsque le médecin émet un diagnostic, puis une indication médicale, qu'il est possible d'établir une activité thérapeutique, prévenir, guérir et soigner, et ainsi de cibler la maladie et la souffrance. En l'absence d'un tel diagnostic, ce sont la dignité et la vie même de la personne qui peuvent être menacées dans la mesure où le choix des patients pouvant bénéficier de soins nutritionnels peut se révéler arbitraire. À un deuxième stade, après l'établissement du diagnostic, se présente la difficulté relative à l'indication du support nutritionnel pour un malade, et plus précisément, la finalité de la nutrition elle-même, prise soit comme un soin support, soit comme une thérapeutique. En d'autres termes, l'alternative ici est de se fixer comme fin la guérison ou le soulagement physique et l'accompagnement moral du patient. Pour le médecin, ces deux types de soins encadrent et définissent sa pratique, mais ils peuvent être la source de conflits lorsque la décision s'oppose à celle des patients et de leur famille. Ce double statut n'est pas toujours reconnu par le patient et sa famille, le lien affectif et symbolique lié à l'alimentation étant d'emblée prioritaire. Cette situation est d'autant plus complexe lorsque le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté, ou se trouve en fin de vie. Ainsi, il existe une tension constante entre ces deux conceptions du support nutritionnel dans la pratique de la nutrition clinique, ce qui affecte le processus décisionnel et met en jeu les valeurs éthiques qu'il s'agit de prioriser. Enfin, troisième stade, il faut souligner que le support nutritionnel doit se faire en respectant le choix d'alimentation du patient, ses goûts et ses préférences, mais aussi dans la perspective d'un bénéfice clinique au sens où la lutte contre la dénutrition doit lui permettre d'être en meilleure santé et d'avoir une meilleure qualité de vie. Les bénéfices du support nutritionnel en termes d'amélioration de marqueurs biochimiques et fonctionnels de L', état nutritionnel, mais aussi en termes de résultats cliniques, mobilité et mortalité, sont bien connus. Or il faut savoir que, malgré les avancées dans les techniques d'alimentation et d'une plus grande disponibilité des produits, cette technique n'est pas sans risque. Le support nutritionnel peut entraîner des complications à court, moyen ou long terme. Elles comprennent principalement les infections des cathéters, des complications septiques, l'hyponatrémie, et d'autres troubles métaboliques entraînant une déshydratation avec des troubles électrolytiques. Il est donc nécessaire d'analyser des situations particulières dans lesquelles les principes de l'autonomie, de la non-malfaisance, de la bienfaisance et de la justice ne sont pas respectés. Dans le cadre de cette deuxième approche de notre recherche, l'objectif est de savoir quels sont les fondements éthiques de la nutrition dans la pratique clinique. Il convient de rendre compte des théories et des principes moraux qui justifient rationnellement l'application de normes dans la pratique de la nutrition clinique. Notre hypothèse est qu'en interrogeant la dimension éthique des soins nutritionnels, nous interrogeons plus largement les valeurs du soin. C'est au moyen de l'étude de cas cliniques, représentatifs de la pratique médicale, que cette étude permettra de mener une analyse se plaçant au niveau de la sagesse pratique. Notre objectif n'est pas d'aborder dans sa totalité la pratique médicale de la nutrition,
mais de cibler des situations courantes susceptibles de présenter des enjeux éthiques tels que la dénutrition et la nutrition dans les contextes particuliers, les maladies chroniques, les sujets âgés, les patients atteints de démence, l'obèse opérée par chirurgie bariatrique et les soins palliatifs. Il est important de souligner également que les problématiques éthiques des cas analysés s'inscrivent dans le contexte actuel de la médecine. Certains progrès permettent aujourd'hui d'offrir plus de perspectives en termes de guérison des maladies, mais ils créent aussi des situations difficiles et parfois extrêmes qui mettent en question le respect de la dignité et de l'autonomie des patients. Cela nous conduit enfin à aborder une troisième approche, définie comme institutionnelle, au sens où elle interroge les structures du vivre ensemble d'une communauté historique. Elle consiste à établir si le vivre ensemble et le vivre bien sont assurés par des institutions justes. Concernant l'objet de notre étude, cette interrogation porte sur l'adéquation entre la pratique et la conception de l'alimentation et la nutrition et les institutions et les choix de société. En effet, il ne s'agit plus ici de questionner le rôle de l'alimentation comme facteur de risque ou de protection des maladies chroniques, ni le rôle de support nutritionnel dans le traitement de la dénutrition, la morbimortalité et l'évolution des maladies associées à la dénutrition. La question fondamentale qui se pose est de savoir si les politiques actuelles et, plus largement, les institutions qui mettent en place les stratégies issues de ces politiques, définissent et favorisent les conditions nécessaires pour que les soins nutritionnels puissent être effectués. Cela nous amène à analyser si la définition et le sens du bien manger, et de l'acte de se nourrir, dans le cadre d'une politique nutritionnelle publique, est en accord avec la diversité des significations et des valeurs concernant l'alimentation prônée par la société d'aujourd'hui. Plus rigoureusement, l'enjeu principal est d'évaluer la portée des politiques publiques dans la pratique médicale et de savoir si elles offrent les conditions pour que les médecins intègrent les soins nutritionnels à leur pratique. Un constat essentiel mérite d'être mentionné. Il existe une forte demande sociale à propos du sujet de l'alimentation et de la nutrition. En effet, cette demande s'inscrit dans une pluralité de sens et de valeurs accordées à l'acte de manger, reflet des dimensions culturelles et socio-économiques. Elle exprime aussi le souci des personnes relatives à leur santé et à leurs engagements éthiques. Face à cette demande, la société est une proie facile pour certaines stratégies commerciales visant à diffuser sur le marché différents produits alimentaires, i.e. le mangoustan de Shango, certains compléments alimentaires, i.e. Herbalife, Usana, ou des régimes amaigrissants, i.e. Weight Watcher régime du camp. La nutrition et l'alimentation deviennent ainsi l'objet d'un marché dans lequel la rentabilité économique prime sur la santé et le bien-être des personnes. Il s'agit aussi d'une question déontologique, dans la mesure où certains de ces produits sont d'ailleurs développés et vendus par les médecins eux-mêmes dans leur pratique médicale. Dans ce contexte, le rôle des médecins comme garant de la santé est essentiel, mais la question se pose de savoir si le corps médical est aujourd'hui capable de répondre à la demande sociale relative à l'acte de manger, sans se fourvoyer sur la pertinence scientifique des produits offerts sur le marché. Il est donc primordial d'évaluer la formation des médecins en nutrition. Notre hypothèse est que, malgré le lien évident entre médecine et nutrition, ces deux sciences ne se trouvent pas associées dans la formation des médecins. La nutrition est exclue, dans la plupart pays, des spécialités médicales. Ainsi, la question qui est au cœur de ces trois approches, épistémologique, éthique et institutionnelle, est la suivante. En s'affirmant comme objet éthique, la nutrition est-elle enfin en mesure de se présenter légitimement comme un soin dans la pratique médicale ? Pour répondre à cette interrogation, nous allons, au cours du premier moment de ce travail, analyser, au moyen d'une approche présentant une épistémologie historique, la constitution de la nutrition clinique comme science, et plus précisément l'évolution et la transformation du concept de nutriment. Ce travail est singulier car s'il est vrai que la nutrition a été l'objet d'études de sciences de la vie depuis l'Antiquité, elle n'est que secondaire dans les études philosophiques qui privilégient d'autres sujets comme la reproduction, le développement, l'hérédité ou l'évolution. Dans cette analyse des éléments constitutifs de la nutrition clinique, l'étude du concept de nutriment permet, grâce à approche historique, de positionner la nutrition comme fonction en lien avec la digestion, le processus d'assimilation et le métabolisme.
C'est ainsi que ce dernier se présente comme un objet privilégié pour comprendre certaines notions fondamentales du XXIe siècle, telles que l'identité et l'individualité biologique, évolution qui éveille l'attention des philosophes. Ensuite, dans un deuxième moment, 5 cas cliniques seront étudiés. Ces cas ont été choisis en raison de l'intérêt qu'ils présentent pour la pratique nutritionnelle. Ils ne concernent que les adultes, le cadre de ce travail étant limité et la nutrition dans le cadre pédiatrique mérite une réflexion particulière en raison des multiples enjeux liés au rôle de la nutrition dans la croissance, à la vulnérabilité propre de l'enfant et à la question de son autonomie. La question de la nutrition en soins palliatifs sera abordée également par une revue de la littérature qui cherche à connaître de cette manière les diverses positions et attitudes des médecins face à la question de la place de la nutrition en soins palliatifs. Enfin, dans un troisième moment, nous analyserons la politique nutritionnelle et le cadre réglementaire de la nutrition en France. Il conviendra d'étudier le discours et la position des institutions, pour comprendre quel sens ces dernières confèrent à la notion de bien manger. Cela nous permettra de mesurer l'écart entre ce que dit le législateur de l'acte de manger, la façon dont la société l'appréhende et la compétence des médecins pouvant y répondre. Ainsi, ce qui sera mis en question, c'est la formation même des médecins en nutrition. Ce point est important, car l'objectif ici est de montrer le lien de causalité entre la politique institutionnelle, la formation des médecins et leur capacité à assumer les enjeux éthiques de la nutrition clinique, la finalité de notre recherche étant de pouvoir établir les fondements éthiques susceptibles de faire évoluer les pratiques médicales. Première partie. Approche épistémologique de la nutrition. Introduction. Le point départ préalable de notre réflexion est le suivant. Est-il possible de considérer la nutrition clinique comme une science autonome ? Sur ce point, 2 positionnements sont possibles. Soit considérer la nutrition clinique comme l'application des principes et des méthodes de la nutrition dans le champ spécifique de la clinique, autrement dit sans domaine propre, soit la définir comme une science proprement dite, autonome, avec un noyau de connaissances spécifiques. Dans ce but, nous avons recherché dans l'histoire des sciences les événements qui ont favorisé l'émergence de cette discipline. Nous avons identifié comme le principal fait clé la transformation primaire du concept de nutriments, résultant du progrès et de l'expansion des connaissances en nutrition humaine. Il convient de reprendre ici la définition de concept, formulée par Canguilhem dans la formation du concept de réflexe. Le concept renvoie à une nomination ou à un nom, utilisé dans des terrains différents et qui prend des sens différents sans que sa vérité première soit altérée. Notre thèse est que la nutrition clinique comme science s'est constituée au cours de la deuxième partie du XXe siècle à partir de l'évolution du concept de nutriment, au point d'être compris comme un nutriment médical ou artificiel capable de nourrir la personne malade tout en faisant face à de nouveaux défis et en s'adaptant à l'évolution des pratiques médicales. Par conséquent, la clé pour comprendre les origines de la nutrition clinique est d'examiner l'évolution de cette notion depuis l'Antiquité et en particulier les causes de sa transformation au cours des dernières décennies du XXe siècle. Chapitre 1. Les origines. 1. Le nutriment de l'ère pré-scientifique à l'ère scientifique. L'idée conceptuelle première du nutriment, nous l'avons identifiée dans la biologie d'Aristote. En effet, pour Aristote, il existe une substance extraite des aliments qui, après être devenue sang, pourrait se transformer en un tout composant de l'organisme. Quasi contemporain d'Hippocrate, Aristote propose ce que nous pourrions appeler aujourd'hui une théorie physiologique de la nutrition et cela à partir de ces théories biologiques. En effet, la biologie naît à partir des quelques œuvres d'Aristote, comme le souligne Cuvier. Il semble que la science soit sortie toute faite du cerveau d'Aristote. Il n'a laissé que bien peu de choses à faire aux siècles qui sont venus après lui. La nutrition occupe une place centrale dans cette conception de la biologie. Elle apparaît dans la physique d'Aristote. La nutrition est la fonction principale de l'organisation générale des vivants et une fonction principale de l'âme. En effet, Aristote considère la physique comme l'étude des phénomènes qui se déroulent dans la nature visible et c'est à partir d'elle qu'il établit des principes fondamentaux. Cette physique concerne les êtres naturels et leurs mouvements, kinésie,
et particulièrement le changement métabole, à savoir le déplacement, l'accroissement et le décroissement, la modification qualitative ou altération, la génération de l'être naturel et sa destruction. Nous pouvons donc considérer la physique comme une philosophie de la nature qui concerne l'étude du changement métabole. Dans De Anima, Aristote explicite une définition de la vie. La vie telle que je l'entends consiste à se nourrir soi-même, à croître et à dépérir. Un vivant est pour Aristote un être naturel qui possède en lui-même deux principes. L'âme comme principe de vie qui confère une forme à la matière, et le mouvement. Parmi les facultés de l'âme, la faculté nutritive se situe au premier plan. C'est donc de l'aliment et de la génération que nous devons d'abord parler. En effet, l'âme nutritive appartient aussi aux êtres animés autres que l'homme. Elle est la première et la plus commune des facultés de l'âme et c'est par elle que la vie appartient à tous les êtres. Ses fonctions sont la génération et l'usage de l'aliment. La reproduction et la perpétuité des espèces sont la cause finale de la nutrition. Ainsi, l'âme nutritive se confond avec l'âme génératrice. Le rôle nutritif est au fondement du vivant. Il s'agit d'une base sans laquelle aucun être mortel ne pourrait subsister. Afin de préciser la place de la nutrition dans la biologie d'Aristote, nous allons nous fonder principalement sur l'œuvre intitulée Les parties des animaux qui est considérée comme la première manifestation développée d'une science des vivants, et comme le cœur de la biologie. À ce titre, il est possible de concevoir une théorie physiologique nutritionnelle chez Aristote. Pour cela, il est nécessaire tout d'abord de souligner que c'est de la nutrition, trophin, dont s'occupe Aristote et non de la diététique, diaïta, telle que la concevait la médecine hippocratique. Les aliments et les boissons ne sont étudiés dans aucune œuvre conservée d'Aristote. Ensuite, nous devons souligner que le mot nutrition n'est pas employé dans l'Antiquité, il n'est utilisé qu'à partir du XIVe siècle. Dans les parties des animaux, nous retrouvons une véritable anatomophysiologie finaliste dont le principe organisateur est l'âme, et dont la nutrition est la fonction suffisante et nécessaire. Aristote souligne à propos des animaux qu'ils ne peuvent ni exister ni se développer sans nourriture. Cette théorie nutritionnelle a pour fondement une force vitale appelée chaleur innée, qu'il ne faudra pas confondre avec l'âme. Aristote précise que la chaleur innée est un principe naturel, et qu'elle a besoin de nourriture. En effet, se nourrir et se mouvoir sont des fonctions de l'âme et ses activités adviennent avant tout du fait de cette puissance. Ce principe naturel se situe dans le cœur et serait responsable des modifications propres au corps lui permettant d'exister. Pour Aristote, le cœur est non seulement l'organe qui abritait la chaleur et le pneuma inné, mais il est aussi le siège de l'âme, de la pensée et des sentiments. Cœur dans lequel nous disons que se trouve le principe de la vie et de tout mouvement aussi bien que de toute sensation. Il lui attribue une place considérée comme digne dans l'anatomie du vivant, au milieu, en haut et en avant du corps. Il lui donne 3 et non pas 4 cavités, avec des vaisseaux qui sortent mais qui ne rentrent pas dans l'organe, car le sang est selon lui produit à l'intérieur même du cœur. En plus de lui attribuer un emplacement plus digne que les autres viscères, le cœur est aussi invincible, au sens où il ne peut pas être malade. La fonction principale du cœur est donc, par coction, la transformation des aliments en sang. Mais puisque la nécessité exige que tout être qui s'accroît prenne de la nourriture, et puisque la nourriture est pour tous à base de matière liquide ou sèche, dont la coction et la transformation s'opèrent sous l'influence du chaud, il est nécessaire que tous les animaux et toutes les plantes possèdent un principe naturel de chaleur. Ensuite, le sang provenant des aliments, après coction par la chaleur naturelle innée, se nourrit et se transforme en chair. S'il n'est pas la chair, il l'irrigue et la nourrit. Nous constatons, dans cette théorie de la nutrition, l'introduction de ce que nous appelons aujourd'hui nutriments, concept qui désigne des substances extraites des aliments qui pourront devenir et se transformer en un tout autre composant de l'organisme. Il est important de souligner qu'Aristote définit le médicament ou pharmacon, en opposition à l'aliment, comme la matière que n'est pas assimilée ou digérée par l'organisme, et qui est capable de pousser la matière pathogène pour être évacuée avec elle. Il s'agit pour Aristote d'un mouvement qui a pour origine une attraction mécanique entre matière et organe, et est régi par le mouvement de la gravité. Ainsi, les substances chaudes et légères provoquent un mouvement vers le haut et les froides et lourdes vers le bas.
Si le cœur ne peut pas être malade, le sang est susceptible de se voir altéré en raison d'un régime nutritionnel plus ou moins adapté. Ici, la référence semble être hippocratique puisque l'état de santé chez Hippocrate est déterminé par l'équilibre et l'harmonie des humeurs. Il est manifeste que le sang est la nourriture ultime pour les animaux sanguins. C'est aussi pour cela que le sang diminue chez les êtres qui ne prennent pas de nourriture et que chez ceux qui en prennent, il augmente, et que quand la nourriture est de bonne qualité il est sain, et mauvais quand elle est mauvaise. Le sang se déplace dans les vaisseaux, les veines puisque les artères véhiculent de l'air, gagnent les organes et les nourrissent. Ainsi, la chaleur vitale permet aussi la digestion par coction des aliments et elle commence dans l'estomac après la mastication et l'action de l'intestin puis se termine dans le cœur. Les résidus utiles sont repris par les veines mésentériques et transformés en sang, en subissant une première purification dans le foie et la rate, qui fabriquent respectivement la bile jaune et la bile noire et s'achèvent dans le cœur par une seconde coction. La nutrition, selon Aristote, peut être ainsi définie comme l'opération par laquelle la matière des aliments est transformée en la matière du corps par l'action de l'âme et de la chaleur. Plus rigoureusement, dans la nutrition, le passage de l'inanimé, l'aliment, au vivant, le corps alimenté se réalise grâce à l'âme nutritive qui, par l'intermédiaire de la chaleur vitale, transforme de manière adéquate l'aliment, en fait du sang, qui lui-même donne les différents composés organiques, chair, eau, graisse, moelle, sperme, etc. Par la chaleur vitale, l'âme est donc responsable de cette vivification de la matière inanimée qui constitue l'aliment. Ainsi, Aristote formule une physiologie de la nutrition et de la digestion en détaillant les fonctions des organes qui y participent, de la bouche à l'intestin, en passant par l'œsophage et l'estomac, le viscère central étant le cœur. Nous voyons dans cette théorie constituée sur des a priori, une des grandes théories de l'histoire des sciences, la théorie cardio-thermocentrique, que l'histoire aura du mal à dépasser jusqu'au début du XVIIe siècle. Aristote met fin au conflit qui oppose médecine et philosophie. La connaissance scientifique de la nature, physicos, devient l'objet du philosophe. Il appartiendra aux naturalistes de parler de l'âme et d'en avoir la science. Le médecin se voit attribuer le rôle de praticien compétent dans l'exercice d'une technique médicale, centrée sur les maladies. Celle-ci restera le fondement de toute la pensée médicale pendant des siècles. Même si Aristote est fortement influencé par Hippocrate, il s'en démarque sur certains points. Nous le constatons en étudiant la finalité de tous les processus vitaux. Dans la physiologie finaliste d'Aristote, la vie est la finalité même, à la différence de la conception hippocratique où le corps et sa conservation sont les buts de tous les processus vitaux. Autrement dit, avec le développement d'une physiologie digestive, en attribuant à l'estomac un rôle primordial et au cœur une valorisation de la chaleur, Aristote contribue au mythe de la digestion mentionné par Bachelard. En effet, pour ce dernier, le feu a été pensé comme le principe universel d'explication des phénomènes sur la base de valeurs et de convictions enracinées dans l'inconscient humain, constituant ainsi un obstacle à l'étude scientifique des phénomènes matériels. Or le feu réunit deux types d'obstacles épistémologiques, l'obstacle substantialiste et l'obstacle animiste. Il s'agit de concevoir le feu comme une substance, la chaleur égale qualité interne, et comme un être vivant, la chaleur égale principe vital. On peut ainsi considérer l'œuvre Les parties des animaux d'Aristote comme un texte préscientifique qui souligne la permanence et la force du mythe de la digestion dans l'explication des phénomènes matériels. En conclusion, dans la pensée d'Aristote, la nutrition, Trophin, s'affirme comme le fondement d'une science que l'on appelle aujourd'hui la biologie. Le philosophe y parvient d'abord en attribuant à la nutrition une place centrale dans la définition de vie, et en considérant la nutrition comme la fonction principale de l'âme. Aristote était fortement inspiré par la médecine hippocratique, que nous considérons aujourd'hui comme le point départ de la médecine occidentale. Il convient alors de se demander quelle était la place du nutriment et de la nutrition dans cette conception antique de la médecine. Le nutriment et la diététique hippocratique. La diététique naît du questionnement de la relation de l'homme à l'aliment. Ce point départ nous le retrouvons dans la médecine antique grecque. Dans cette période qui commence traditionnellement en 776 AV. JC et se termine en 323 AV. JC,
L'aliment est un composant du régime ou de la diète, qui signifie étymologiquement le genre de vie. Les références à la diététique dans la médecine avant le VIe siècle AV.J.C. sont rares. Par exemple, la diététique comme traitement des maladies internes est, contrairement à la pharmaceutique et à la chirurgie, absente des œuvres homériques. C'est à partir du Ve siècle AV.J.C. que nous trouvons dans les œuvres pythagoriciennes un intérêt relatif à la relation entre l'homme et les aliments. D'une part, les interdits alimentaires qu'il fixait avaient des significations culturelles et religieuses, et d'autre part, la critique qu'il faisait de tout abus dans l'ordre de la nourriture avait à la fois valeur de précepte moral et de conseil pour la santé. Cette réflexion pour les philosophes pythagoriciens était centrée sur l'homme, ce qui constitue une exception pour les philosophes contemporains tels que les Milésiens, Thalès, Anaximandre et Anaximène dont la préoccupation première était plus centrée sur l'univers que sur l'homme. Cette attention accordée à l'homme, nous pouvons la considérer comme une évolution des centres d'intérêt de la recherche philosophique entre le VIe et le Ve siècle AV.J.C. Parmi les auteurs pythagoriciens, nous trouvons Alcméon, à la fois philosophe et médecin. Il a donné la définition la plus ancienne dont nous disposons de la santé et de la maladie. La santé résulte de l'équilibre et du mélange des qualités constitutives de l'homme, humide, sec, chaud, froid. La maladie par contre était causée par la prédominance de l'une entre elles. Ce sont précisément ces notions qui ont influencé la médecine hippocratique des 5e et 4e siècles AV.J.C., dont Hippocrate est l'auteur le plus connu. En effet, la médecine hippocratique a donné une nouvelle place à l'homme dans l'univers. À travers cette nouvelle conception de l'homme et de la médecine, la diététique a trouvé une place centrale, dont l'influence a perduré à travers les siècles. Une analyse de cette conception nous permettra d'élucider diverses manières dont les médecins hippocratiques abordaient la diététique au sein de cette nouvelle médecine. Avant la période hippocratique, l'homme se définissait par ses relations avec les dieux, en opposant ses faiblesses à la sagesse divine. La médecine hippocratique écarte toute intervention divine dans la maladie humaine et situe l'homme dans l'univers qui l'entoure. L'ensemble de la pensée hippocratique se trouve dans une soixantaine d'œuvres qui constituent le corpus hippocratique. Nous retrouvons dans cette compilation deux conceptions opposées de la médecine. Il existe d'une part, une médecine anthropologique, philosophique et dépendante de la cosmologie, à savoir une médecine qui a besoin de partir d'une connaissance préalable de la nature humaine. D'autre part, il y a une médecine autonome, correctement définie et indépendante de la philosophie qui est considérée comme la source de la connaissance de la nature de l'homme. Autrement dit, d'un côté nous avons une médecine qui part d'une conception établie de la nature de l'homme et qui relève d'un savoir philosophique, et de l'autre côté, il y a une médecine qui substitue à ces catégories de nature humaine des catégories obtenues par l'observation raisonnée. La diététique, considérée par les auteurs de l'époque comme une véritable découverte, fait partie essentiellement de ces deux conceptions mais avec des approches méthodologiques distinctes qu'il convient de détailler. L'auteur de l'ancienne médecine, œuvre centrale dans le corpus hippocratique, critique le rattachement de la médecine à la philosophie. Il voit dans les éléments philosophiques constitutifs de la médecine des abstractions sans intérêt. Ainsi, le médecin ne doit pas considérer l'homme à partir de quelques éléments premiers. Nous trouvons dans le corps hippocratique des théories avec 1, 2 ou 3 éléments. Au contraire, il doit, à partir de l'observation, extraire les conclusions des réactions du corps humain aux différentes actions du régime. Les médecins, en se fondant sur les réactions observées, détermineront les différentes catégories de nature humaine. Car voici ce qu'il me paraît nécessaire pour un médecin de savoir sur la nature, et de chercher de toutes ses forces à savoir s'il a l'intention de remplir tant soit peu ses devoirs. C'est ce qu'est l'homme par rapport aux aliments et aux boissons, ce qui arrivera à chacun à la suite de chaque chose, et pas seulement ainsi. Le fromage est nourriture mauvaise car il cause du mal à qui s'en remplit, mais quel mal il cause, pour quelle raison, et quelle est, parmi les substances contenues dans L', celle à laquelle il est inapproprié. Cette méthodologie permet d'aller au-delà d'une simple description vers une connaissance causale des faits. La causalité devient une condition nécessaire de la médecine, permettant d'établir un traitement correct de la maladie.
Il faut cependant souligner que l'auteur n'entreprend aucune investigation expérimentale à ce propos. Dans cette conception de la médecine, l'acte de naissance de la médecine coïncide avec le premier acte culinaire, par lequel l'homme cherche et se trouve une nourriture appropriée à sa nature, celle dont nous usons actuellement. Cet acte serait fondateur de la naissance de l'humanité elle-même qui, en abandonnant le cru pour le cuit, se sépare de l'animalité et de la sauvagerie première. Le principe de cette médecine s'établit à partir des différences que la santé et la maladie induisent dans les façons de vivre et de se nourrir, c'est-à-dire dans les différences qualitatives dans les régimes entre les malades et les bien portants. Un exemple emblématique de cette transformation culinaire est l'invention du pain, où un acte culinaire est converti en acte médical car il procure à l'homme un genre de vie et un régime qui assure la santé, le salut et la nourriture de l'homme. En réalité, poursuit Élytrée, c'est la nécessité même qui a fait que les hommes ont cherché et trouvé la médecine parce qu'il n'était pas salutaire pour les malades de s'administrer les mêmes choses que les bien portants, pas plus que cela ne leur est salutaire maintenant. La médecine se serait donc constituée selon Foucault, comme diète propre aux malades, et à partir d'une interrogation sur le régime spécifique qui leur convient. C'est la diététique qui apparaît première car elle donne lieu à la médecine, comme à une de ses applications particulières. Une autre œuvre attribuée à Polybe, élève d'Hippocrate, de la nature de l'homme, s'oppose également à la conception philosophique de la médecine, en particulier à la conception moniste de la nature de l'homme selon laquelle l'homme est constitué à partir d'un seul élément. Il expose sa théorie des 4 humeurs. Cette théorie fondatrice de la médecine hippocratique est considérée comme un fait d'expérience. Cette position est formulée dans l'extrait suivant. Le corps de l'homme a en lui sang, pituite, bile jaune et bile noire. C'est là ce qui en constitue la nature et ce qui crée la maladie et la santé. Il y a essentiellement santé quand ces principes sont dans un juste rapport de mélange, de force et de quantité, et que le mélange en est parfait. Il y a maladie quand un de ces principes est soit en défaut, soit en excès, ou s'isolant dans le corps, n'est pas combiné avec tout le reste. Cette constitution naturelle de 4 humeurs augmente ou diminue selon l'influence de l'univers extérieur, à savoir les saisons. Ainsi, selon les médecins hippocratiques, ce n'est plus au rythme des caprices ou des injustices des dieux que les humeurs changent. La maladie étant provoquée par un déséquilibre des humeurs, le traitement vise à restaurer l'équilibre conformément au principe des contraires. Cette théorie des 4 humeurs reprend la conception plus ancienne de l'isonomie, vers 500 AV. J.C. Elle est comparable à la théorie physique d'Empédocle, qui utilise 4 éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, qui sont reliés aux 4 qualités élémentaires traditionnelles, chaud, froid, sec, humide, chez Aristote. Or, les 4 humeurs de la théorie hippocratique sont caractérisées par ces qualités. La pituite est une humeur plutôt froide et le sang une humeur plutôt chaude, associée aussi aux 4 saisons. La médecine hippocratique se caractérise par un principe qui prédominera sur une grande partie de l'histoire de la médecine, la natura medicatrix. Selon ce principe, la nature se soigne elle-même. 2 célèbres aphorismes du traité de l'aliment en font état. La nature suffit en tout à tous, et chez tout la nature est instruite sans maître. Cependant, selon J. Joanna, malgré la célébrité de ces passages, cette conception finaliste de la nature n'est pas représentative de la pensée fondamentale du corpus hippocratique. C'est à partir d'Aristote que ce principe s'est imposé. Pour la médecine hippocratique, il existe des lois de la nature appelées nécessités de la nature, qui sont l'expression d'un déterminisme et non d'un finalisme. En ce sens, un médecin hippocratique respecte la nature, c'est-à-dire que la médecine doit être conforme à la nature, mais la nature ne suffit pas. L'art de la médecine peut également contraindre la nature sans que cela produise de dommages. De ce fait, le but de la médecine est clair, être utile ou du moins ne pas nuire. Dans ce cadre, la médecine hippocratique n'est pas considérée comme expectante, à savoir, les médecins ne se limitent pas à laisser la nature agir, mais interviennent de manière active. Ainsi, pour lutter contre les maladies, les médecins disposent de 2 types de soins. Des soins qui relèvent d'une thérapeutique d'intervention, à savoir les remèdes, les incisions et les cautérisations, et la thérapeutique diététique. Parmi les remèdes, la plupart visent à évacuer les cavités du corps, c'est-à-dire la cavité du haut ou la poitrine et la cavité du bas ou le ventre.
L'évacuation est ainsi possible par le haut et par le bas, grâce à des médicaments pharmacones, soit à titre préventif, soit à titre curatif. Donnez à un individu un médicament qui attire le pH flegme, vous observerez un vomissement de pH flegme, et si vous lui donnez un médicament qui attire la bile, vous observerez un vomissement de bile. La thérapeutique diététique, composée notamment par le régime alimentaire et les boissons, est, de ce point de vue, considérée comme l'élément majeur de tout traitement médical. Il s'agit d'un composant du régime hippocratique qui est détaillé dans le livre 4 des épidémies. Elle comprend les exercices ponois, les aliments sitya, les boissons pota, les sommeils pnoi et les rapports sexuels aphrodisia. L'importance du régime alimentaire qui marque la naissance de la médecine se fonde sur l'idée que l'une des causes supposées de la maladie réside dans une alimentation qui n'est pas adaptée à la constitution de l'individu, à son activité, à son âge, à la saison, etc. Cette thérapeutique diététique représente un réel progrès pour les médecins de l'époque. Elle va à l'encontre des philosophes contemporains de la médecine hippocratique comme Platon, pour qui cette évolution était une contrainte pour le malade, obligé de suivre de longs régimes qui le détournaient de son devoir de citoyen. Le régime était une nouveauté car, en plus de l'intervention, le régime du malade était adapté à la maladie et à son évolution. Le médecin hippocratique connaissait les propriétés de chaque aliment et de chaque boisson, et pouvait prescrire le régime alimentaire adapté au malade. Les propriétés des aliments sont décrites en détail dans l'œuvre du régime, véritable catalogue des aliments, où leurs propriétés sont classées et considérées comme naturelles ou artificielles. Les propriétés artificielles des aliments sont comprises comme les propriétés résultant d'une préparation culinaire. Il est important de souligner que si la thérapeutique diététique était considérée comme une sorte de remède, les aliments, trophées, ne se confondraient pas avec les médicaments pharmacones. En effet, la plupart des médicaments visent à évacuer les cavités du corps. Les vomissements pour la cavité d'en haut, la poitrine, et des évacuations pour la cavité d'en bas, le ventre. Ils étaient utilisés également de manière préventive et curative, comme les aliments. En cas de maladie, cette évacuation a pour but d'éliminer l'excès d'humeur considéré comme la cause de la maladie. Ainsi, les médicaments ont la propriété de transformer les substances de l'organisme comme par exemple, le petit lait d'ânesse et d'autres substances plus élaborées comme certaines plantes telles que le phorbe et l'hellebore. Cela dit, l'aliment est considéré comme une substance qui pourrait être assimilée après digestion ou convertie dans une substance du corps. Par exemple, la nourriture peut être convertie dans les différentes parties du corps telles que les muscles, les nerfs, etc. Par conséquent, un aliment n'est pas considéré comme un médicament. C'est ainsi que nous pouvons constater que la phrase fréquemment citée par des nutritionnistes actuels, « que ton aliment soit ton médicament »,« que ton médicament soit ton aliment », attribuée à Hippocrate, sans que l'on trouve nulle part la référence exacte, n'est qu'une fiction littéraire renvoyant au mythe construit autour du personnage d'Hippocrate. Dans l'œuvre post-hippocratique de l'aliment, attribuée à la période hellénistique et considérée comme hippocratique dans l'Antiquité en particulier par Galien, nous trouvons une phrase qui aurait pu être à l'origine de cette idée, « Dans l'aliment médication excellente », dans l'aliment médication mauvaise, mauvaise et excellente relativement. Cependant, nous constatons qu'il s'agit d'une phrase ambiguë et imprécise car elle suggère que l'aliment est à la fois un mauvais et un excellent médicament, sans qu'on puisse savoir pourquoi cela est relatif. Dans cette même œuvre, l'aliment est défini de la manière suivante, est aliment ce qui nourrit. Est aliment le quasi-aliment et le futur aliment. L'aliment est ici considéré au sens large du terme, l'air est aussi un aliment, et la matière alimentaire pouvait exister en 3 états, celle qui est assimilée, celle qui est adjointe aux parties sans être déjà assimilée, celle qui est encore contenue dans les veines et dans le ventre. Nous ne trouvons pas de lien entre le médicament et l'aliment dans cette œuvre. Nous retrouvons la deuxième conception de la médecine dans le corpus hippocratique, dans du régime. Cette œuvre, d'un auteur postérieur à Hippocrate, est considérée comme une œuvre éclectique. Dans cette approche qui rattache la médecine à la philosophie, la diététique est fondée sur la conception de la nature humaine. Ainsi, l'homme et les aliments sont composés de feu et d'eau, avec leurs attributs correspondants, la chaleur, la sécheresse, le froid et l'humide. Pour cet auteur,
La santé provient de l'équilibre entre les aliments et les exercices qu'il faut bien connaître. Le régime alimentaire, nourriture et boisson, doit tenir compte de la nature et de la quantité de ce qu'on absorbe, de l'état général du corps, du climat, des activités auxquelles on se livre. À titre d'exemple, le traitement d'un malade qui souffre de plénitude implique un traitement rapide et un traitement plus lent, plus naturel qui recueille ses préférences. Après des bains de vapeur, se purger aller les bords. Ensuite, prendre graduellement en 10 jours des aliments émollients et tendres, et des mets laxatifs, pour que le bas-ventre triomphe de tête grâce à une révulsion par en bas des courses lentes. Ensuite, augmenter aliments et exercices, pour que le corps se refasse ses réserves et rétablir peu à peu le régime habituel. L'auteur de Du régime fonde la diététique sur 2 aspects distincts. D'une part, la diététique s'appuie sur les apports de l'expérience. À titre d'exemple, cette doctrine enseigne que l'eau d'orge, la base du régime des malades, est émolliente et que le blé nourrit plus que l'orge. D'autre part, elle établit des critères constitués à partir de raisonnements tirés du bon sens. En effet, on trouve dans cette œuvre un catalogue très complet et rationnel d'aliments, de boissons et de exercices. Ce catalogue donne aux aliments des fonctions polyvalentes selon des a priori, et sur une expérience sensible souvent trompeuse. Ainsi, l'auteur affirme que les gros pains sont plus nourrissants car le feu leur enlève moins d'eau. De la même manière que dans Du régime, nous trouvons dans Du régime de maladies aiguës, des éléments différents qui nous permettent de rapporter la diététique à la conception philosophique de la médecine. Il ne s'agit plus ici de faire le catalogue des propriétés de chaque aliment ou des boissons, mais comme son titre l'indique, de définir le meilleur régime pour les maladies. 2 grands principes sont présentés dans cette œuvre. Éviter l'alimentation au point fort de la maladie, parce que toute alimentation accroît les forces du mal, et considérer que tout changement est dommageable, comme le rappelle la loi d'habitude. Une autre distinction de la diététique dans cette œuvre se trouve dans les caractéristiques polyvalentes des aliments de cette médecine et dans la recherche d'une panacée. L'orge étant la base du régime des malades, elle est censée guérir tous les maux. Ainsi, une tisane d'orge, dans la diététique thérapeutique de Du régime, peut contribuer de diverses manières à apaiser la soif, à faciliter les évacuations, sans causer de constipation ni de gonflement du ventre. Nous pouvons le constater dans un extrait de Régime des maladies aiguës. Arrêtons-nous donc à la décoction d'orge qui, parmi les aliments tirés des céréales, me paraît avoir été judicieusement choisie, dans le traitement des maladies aiguës. Je loue ceux qui firent ce choix, car le mucilage qu'elle renferme est adoucissant, homogène, agréable coulant. Il contient une humidité suffisante, il apaise la soif, il facilite les évacuations alvines. À ce point de notre réflexion, une première conclusion s'impose. La diététique est au fondement de la médecine hippocratique, qu'elle soit philosophique ou non. En effet, la diététique considérée comme un art primitif pour les médecins hippocratiques se situe au centre de la médecine à la fois dans sa conception, sa préoccupation principale et dans sa thérapeutique. La thérapeutique diététique est considérée comme un progrès technique et comme un progrès moral. Son originalité est fondée non seulement sur un éloignement des conceptions magiques et divines de la médecine populaire traditionnelle, mais aussi sur le fait que l'homme est devenu le point de départ de la pensée et son centre d'intérêt. La construction de l'art de la médecine hippocratique nous permet de parler d'un véritable art diététique. Selon les catégories de Bachelard, nous parlerons plutôt d'une diététique préscientifique. Donc, une médecine rationnelle et une diététique rationnelle ne sont pas nécessairement scientifiques. La pensée préscientifique tend vers des solutions polyvalentes et attribue aux mêmes produits, dans ce cas les aliments, une série significative de qualités. Aujourd'hui, c'est la spécificité qui est valorisée. Plus précisément, l'effet est recherché au moyen d'un seul produit, au lieu d'utiliser un produit à tout faire. Dans ce contexte, les aliments jouent diverses fonctions chez les bien portants et chez les malades. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.